Hello! Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une notion que je trouve passionnante, qui est celle de la résilience. Voilà. C'est un concept pour lequel il est difficile de parler sans évidemment citer Boris Cyrulnik, qui est vraiment un auteur exceptionnel avec un parcours de vie qui incarne justement le chemin de la résilience, hein. Lui, on peut vraiment dire que c'est vibrer quand il parle de résilience, quand on connaît son histoire de vie, où il a vraiment compris à 6 ans et demi qu'on voulait le tuer alors que c'était qu'un enfant, et là où il a perdu ses parents. Il a vraiment voilà, trouvé du sens et transformé cette expérience de vie pour en faire une force, hein. C'est un grand psychanalyste pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et un grand psychiatre aussi, qui est conférencier, qui anime énormément voilà, de conférences et même de programmes autour de la résilience pour aider des personnes à trouver ce chemin-là. C'est ce dont on va parler notamment aujourd'hui pour que vous puissiez bien comprendre cette notion, ce concept. Alors je vous propose déjà une définition là qui s'affiche. Voilà, une définition très simple. Moi, je vais tenter de vous faire vous brosser en fait un tableau rapide, hein, autour de cette notion de résilience. L'idée étant que, voilà, quand il y a une personne qui vit un traumatisme, hein, qu'il s'agisse d'un deuil, un deuil précoce, brutal, d'un abandon, d'une situation de vie où on évolue par exemple dans un contexte de guerre avec tous les traumas qu'on peut imaginer, qu'il s'agisse de violences sexuelles, etc. Et ben, il y a deux voies possibles. La première, c'est de se dire, ben, je souffre, je suis soumis, je me replie sur moi par rapport à ce qui m'arrive, je m'effondre. Ou au contraire, c'est de se dire, ben, je vais me rebeller, je vais trouver un sens, je vais en faire une force. Voilà. Et, et l'idée, c'est vraiment ben, ce moteur finalement qui va permettre à la personne de rebondir et d'avancer dans sa vie. Alors évidemment, face à un trauma, je le dis toujours, hein, il y a autant d'individus que de personnalités uniques. Donc forcément, face à un trauma, on va tous réagir de différentes manières. C'est vrai aussi si je prends l'exemple d'une fratrie, mais vous prenez par exemple un père qui a un accident de voiture très violent, hop, il y reste. Ben, un enfant de 7 ans, quand il y a un écart d'âge très marqué, par exemple, avec une dizaine d'années, comme c'est le cas entre moi et ma petite sœur, ben, un enfant de 7 ans ne va pas le vivre du tout de la même manière que l'enfant de 17 ans. C'est pas ce que j'ai vécu, hein. Merci d'ailleurs. Et donc, alors, je parle de la fratrie, mais vous avez compris que c'est vrai pour un partenaire de vie, pour le voisin, pour n'importe qui, puisqu'encore une fois, on est des individus uniques. Cependant, par rapport aux recherches qui ont été faites sur la résilience, ben même si la personnalité, elle va rentrer en jeu, ce qui va surtout rentrer en jeu et avant tout dans les fondations, c'est ce que Boris Cyrulnik il appelle l'écologie personnelle. C'est comment l'enfant, dans les 1000 premiers jours de sa vie, il a été accompagné, il a été entouré. Est-ce qu'il a bien reçu cette tendresse, cette sécurité, cet amour, aussi bien maternel que paternel? Ou est-ce qu'au contraire, il a grandi dans un environnement plus compliqué, insécurisant, marqué par une absence psychique de la maman, un sentiment d'insécurité? On sait que les enfants sont des éponges. Et dans ce cas-là, plutôt que de l'enfant qui aurait pu développer dans le premier cas ce qu'on appelle des facteurs de protection, bah là, dans le second cas, quand c'est beaucoup plus compliqué comme ça, mais l'enfant, il va plutôt acquérir ce qu'on appelle il va développer des facteurs de vulnérabilité. Et là, c'est ce qui fait que ben, sur des individus qui ont développé plutôt des facteurs de vulnérabilité, eh bien là, ça va être beaucoup plus difficile d'emprunter ce chemin, la résilience. Alors, difficile, mais pas impossible, hein. Vous savez que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien qui est insurmontable, qu'on peut tout dépasser, on peut tout transformer. Mais dans ce second cas, ben, en général, on va devoir être accompagné par des professionnels. Alors, ok, je parle d'environnement sécurisant, rassurant, beaucoup d'amour, beaucoup de présence. Je fais un lien avec ma vidéo sur les relations parents-ados à la recherche d'eux-mêmes. Bien, vous avez vu, et parce que enfin, j'ai cité au travers de cette vidéo que l'évolution, la place de l'enfant, elle a beaucoup, beaucoup évolué au cours des 4 dernières décennies. Et en fait, là où l'enfant, dans les générations de nos grands-parents, n'avait pas vraiment le droit de parole à table,
Aujourd'hui, un enfant, il a exactement les mêmes droits, le même niveau d'égalité face à ses parents. Et donc, ben, ce qui avant, les générations, en tout cas des 68 arts, qui étaient en contradiction totale avec l'éducation qu'ils avaient reçue dans une éducation de toute puissance, d'autoritarisme, etc. Ben, très souvent, ils ont basculé dans une éducation zéro limite, avec la liberté avant tout, et on le voit quand il y a trop de liberté, quand il n'y a plus de limites, quand le parent il n'ose plus mettre des règles, hein, bah, ça fait très souvent ce qu'on appelle des enfants rois. Et c'est pas leur rendre service parce qu'une fois de plus, on bascule dans la polarité, on n'est pas dans l'équilibre. Et là, bah, le risque, ça va être d'étouffer l'enfant. Et c'est pas lui rendre service non plus. Hein. Il y a des recherches qui aujourd'hui révèlent que les familles qui finalement s'en sortent mieux, c'est là où par exemple il va y avoir des enseignants parce que l'enseignant il a justement, il explique à l'enfant qu'il va travailler, donc qui doit se séparer, la séparation, l'apprentissage de la séparation se fait. En même temps, il est très présent au moment des vacances scolaires, tout ça, ce qui lui permet à l'enfant de partager du temps avec son parent. Donc comprenez que là, on est dans un modèle, par exemple, de juste équilibre. Là où, par exemple, un père qui serait omniprésent à la maison, ça ne va pas être la solution non plus pour l'enfant parce qu'il ne va pas pouvoir enregistrer la séparation et le gérer convenablement un peu plus tard, quoi. Alors aujourd'hui, on sait avec les progrès en neurosciences, avec tous les progrès permis par l'imagerie médicale, hein, la qualité des scanners, etc., que quand il y a un abandon, quand il y a un trauma, on le voit au niveau du cerveau. Hein. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, quand on bosse en EMDR, on va remettre du mouvement là où il y a des zones qui se sont figées. Alors, on parle d'ailleurs de zones atrophiées au niveau alors de plusieurs zones dans le cerveau, mais notamment au niveau du cerveau limbique. Et vous savez que c'est le cerveau émotionnel, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, qu'est-ce que ça va créer? Ça va avoir pour conséquence une gestion difficile des émotions. Voilà, alors une fois de plus, tout ça, hein, il n'y a rien qui est figé. On peut toujours tout dépasser, tout retravailler, créer des nouvelles connexions cérébrales. On le sait aujourd'hui avec toutes les recherches autour de la plasticité incroyable de notre cerveau. Hein. Alors, vous l'avez compris, ce qui va sécuriser l'enfant en premier lieu, c'est sa maman. Hein. On parle des 1000 premiers jours. Un enfant, il a vraiment besoin de cette sécurité maternelle. Et cette sécurité maternelle, eh bien, c'est souvent ce qui fait qu'on entend des gens dire « Ah bah moi, mon enfant, il est super facile, quoi. » Bah oui, il est super facile parce qu'il a les bons ingrédients. Hein. Il a l'amour, il a la confiance, il a le temps de partage, il a le temps de présence. Et ça, c'est ce qui fait que l'enfant, forcément, il est facile parce qu'il a tout pour s'épanouir, pour grandir, pour évoluer. Donc le parallèle que je cherche à faire, c'est de comprendre que ce cerveau, il est vraiment dessiné, il est sculpté par notre environnement. C'est ce qui fait que face à plutôt face au même événement, si on prend deux individus, ils ne vont pas du tout réagir de la même manière en fonction de l'histoire qu'ils ont. Voilà, et en fait, on est constamment façonné par notre milieu. Et ce qui nous permet d'agir dessus, c'est ce qu'on appelle la résilience. Voilà. Donc retenez vraiment qu'à partir du moment où on peut agir sur son environnement, sachant qu'on a tous un degré de liberté, hein, on a toujours le choix de soit utiliser notre blessure pour en faire une force. Alors ça peut être, j'ai écrit un livre suite à ce qui m'est arrivé, ou soit j'ai créé une association depuis que j'ai perdu mon enfant de telle maladie, ou soit ça m'a permis de collecter des fonds pour pouvoir trouver des remèdes pour soigner cette maladie, etc., etc., etc. Ou alors, on peut choisir de s'effondrer. Et c'est toujours une histoire de choix et de sens qu'on va mettre derrière les événements et de responsabilité aussi personnelle. Pourquoi je rencontre ça? Ça a un sens. Qu'est-ce que j'en fais? C'est toujours le même principe. Ces questions. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle histoire j'ai envie d'en faire? Quel scénario j'ai envie de me raconter, de raconter aux autres? Et puis, quelle alchimie je vais pouvoir opérer parce que derrière tout ça, je sais que ça a du sens et que c'est ce que j'ai choisi pour grandir en conscience. Alors si je prends l'exemple de certains individus qui ont pu avoir des pères humiliants, hein, j'entends parfois des histoires où vraiment c'était qu'un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, etc. Toujours pareil, il y a deux voies possibles. Soit je fais le choix de développer une hyper
je vais me replier à fond sur moi-même, je vais devenir super introvertie, je vais me dévaloriser en permanence, ou soit au contraire, ça va me donner la rage, la force, et je vais lui montrer, moi, à ce père, que je suis capable d'aller là où je veux et de faire ce que je veux. Voilà. Et ça, ben, c'est toujours pareil, c'est une question de choix personnel. Alors un autre exemple hein, qu'on rencontre parfois, ou qui est cité d'ailleurs, je crois que Boris Cyrulnik l'a cité dans une de ses interviews, c'est les fils d'eux. Il disait qu'il avait accompagné certains fils d'eux, vous savez, les fils de célébrités, que ça peut être célébrités voilà, à la télé, etc., d'acteurs. Ben, il y en a qui vont en faire une vraie force et puis qui vont s'inspirer de ces modèles parentaux, et puis il y en a au contraire pour qui ça va être mais hyper pressurisant et hyper écrasant. Donc ben, c'est toujours la même chose. Quel regard je choisis de mettre, parce que c'est toujours une histoire de regard que l'on porte sur le monde. Hein. Vous voyez bien qu'il y a des boucles qui se font. Alors je crois que là on a bien fait le tour de cette notion de résilience. J'ai deux exemples qui me viennent en tête, qui m'ont en tout cas beaucoup inspiré. J'avais lu, et je crois que même que j'ai consacré un article là-dessus, sur le Miracle Morning, qui était le livre de Hal Herold, cet homme qui était un jeune commercial, qui avait tout pour, voilà, enfin, tout pour réussir. Il avait déjà réussi pas mal, et puisqu'il faisait partie d'un des meilleurs, il était, si ce n'est le meilleur commercial d'une grande société de marketing. Puis du jour au lendemain, sa vie a basculé, il a eu un terrible accident de voiture, il a été plongé 6 jours dans le coma, il avait vraiment tout qui a été brisé, y compris des dommages au niveau cérébral qui avaient été annoncés, en tout cas par les médecins, comme étant irréversibles. Et cet homme, ben, c'est un modèle de résilience vraiment, puisqu'il en a fait une force. C'est ce qu'il a mis dans son bouquin, il est devenu coach, il a animé des conférences à travers le monde entier. Alors, il ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui, mais voilà un beau modèle de résilience. Je crois qu'il y avait l'acteur Superman aussi, mais là je dis ça, à vérifier, je dis peut-être une bêtise. Je crois que c'est lui qui, à un moment donné, c'était un grand cavalier, je crois qu'il est tombé à cheval, il est devenu tétraplégique, et de mémoire, je crois avoir vu une interview de lui, si c'est pas lui, je confonds peut-être les deux, mais ce qui revient au même, c'est quelque chose en tout cas, que j'ai retenu, que j'avais trouvé magnifique, qui dit mais je regrette rien, parce qu'entre l'homme que j'étais avant et l'homme que je suis aujourd'hui, bah refaire, je repasse par les mêmes choses, parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, de comprendre et de mettre du sens à mon existence, là où plus rien n'avait de valeur finalement. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau, ça m'a tellement marqué. Alors je crois que c'est son histoire, mais non, je ne l'ai pas vérifié, et je vous la livre comme ça, brute de décoffrage, à prendre avec des pincettes, peut-être à remanier un petit peu les personnes et les discours, mais en tout cas, c'est vraiment ça, cette notion de je regrette rien parce que j'ai mis du sens et j'en ai fait une force. Alors, si on prend bah, d'autres personnes, hein, parce que ça arrive à plein de gens, c'est pour ça que je dis j'ai peut-être mélangé le Superman, l'acteur, et puis d'autres gens qui se sont trouvés tétraplégiques, pardon. Eh bien, il y a certaines personnes qui, du jour au lendemain, vous diront bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Je suis plus bon à rien, je peux même plus marcher, je peux même plus courir, j'ai plus de plaisir dans la vie. Et pour eux, bah, leur vie, elle s'arrête là, et ils sont complètement, ils vous diront je suis cassé en mille morceaux, quoi. C'est plus la peine, à quoi bon cette existence? Donc c'est toujours une question de regard. Qu'est-ce que j'en fais de mon expérience? Comment je la transforme? Comment je l'utilise pour opérer l'alchimie nécessaire? Ben, j'ai pas vécu d'événements réellement traumatisants, je crois. En 2016, en fait, je suis en Équateur, et j'étais à Quito, et à pas mal sur la côte ouest, en fait, du nord de l'Équateur. Là, il y a eu un séisme terrible, hein, le plus gros séisme qui n'avait pas touché le pays depuis, je crois, une trentaine d'années. Et il y a eu un bilan catastrophique, hein, au niveau aussi bien évidemment des morts, du bilan humain, et puis de tous les dégâts au niveau du pays. Hein. Donc vous imaginez bien, moi, cette histoire, elle m'a énormément touchée, même si j'ai pas été touchée directement. Alors le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de me porter comme volontaire auprès de l'ONU, qui est venu tout de suite sur place. Et j'ai pas été appelée en fait. Il y avait tellement d'élan, de manifestations, de gens qui se sont rendus sur place. Je travaillais à l'époque dans un établissement scolaire où en fait on a tous uni et impliqué toutes les familles de ce lycée
pour pouvoir organiser des collectes aussi bien alimentaires, de serviettes hygiéniques, des choses auxquelles on ne pense pas forcément, hein. Mais voilà, ce sont des besoins indéniables pour une femme, des couches pour les bébés, envoyer beaucoup voilà, de denrées alimentaires, de vêtements, etc. Donc il y avait des camions qui faisaient les allers-retours depuis Quito plusieurs fois par semaine. Et là, j'ai pu assister de loin, hein, j'étais pas directement impliquée par le séisme, mais vraiment j'ai vu des élans de solidarité exceptionnels, la fierté de l'entraide, et dans ces cas-là, il y a un sentiment d'estime de soi, l'estime de soi elle grandit, évidemment, tout ça, ça va de pair, et en général ça perdure après les événements. Et ça, c'est magnifique. Alors, quand je vous dis que j'ai été touchée, c'est qu'évidemment, dans le lycée où je travaillais, je côtoyais des enfants, des familles qui avaient de la famille directement sur place. Et donc forcément, j'ai prêté une écoute attentive et puis je me suis même proposée en créant un groupe sur Facebook et auprès d'autres associations d'être un relais d'écoute pour pouvoir accompagner ces gens-là à libérer la parole. Donc, mais cette vidéo, j'ai choisi de la faire vraiment courte cette fois-ci. Donc, je citerai Boris Cyrulnik une fois de plus parce que c'est vraiment lui qui nous apprend à quel point le malheur, c'est pas une destinée et qu'il n'y a rien qui est écrit à l'avance et qu'on peut tout dépasser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je partage. C'est une conviction personnelle, hein. C'est ce qui fait aussi que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Et, euh, et c'est ce qui me permet en fait d'accompagner les gens à sortir de leur schéma répétitif, hein, des boucles, pour pouvoir transformer, hein, opérer cette alchimie, de mettre du sens derrière ce qu'on rencontre et puis de faire une force de tout, y compris des événements qui peuvent être perçus comme étant dévastateurs et traumatisants. J'ai choisi de terminer cette vidéo avec cette belle citation de Cyrulnik. Et, euh, et puis je vous souhaite une très très belle journée en espérant que cette vidéo elle vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à partager ce moment avec vous. À bientôt.